Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine ce voyage patrimonial par un détour par le private equity, ce qu'on appelle le non-coté. On va essayer d'être un peu pédagogue, de vous donner les clés du camion pour comprendre un petit peu ça, pour savoir comment investir. Et c'est un des meilleurs spécialistes qui est là pour nous en parler, Xavier Antonios. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour 1, 2, 3 IM. J'ai dit on va être pédagogue, donc on va commencer par dire un petit mot de qui est 1, 2, 3 IM et puis de votre actualité parce que ça bouge beaucoup. Alors dites-nous tout. Effectivement, l'environnement bouge beaucoup, donc 1, 2, 3e essaye de s'adapter. Merci pour l'introduction. 1, 2, 3e, c'est une société de gestion qui a été créée il y a 25 ans et qui est devenue en 25 ans une véritable plateforme d'investissement et de solutions d'investissement à destination d'investisseurs privés comme institutionnels. Et aujourd'hui, le groupe 1, 2, 3e, c'est en réalité ces 4 filiales dédié aux actifs non cotés, illiquides, dont on va parler, le private equity, le capital investissement, la dette privée, les infrastructures. Donc, ces 4 filiales. Une filiale historique qui est 1, 2, 3 Investment Managers, qui fait de l'investissement direct dans des PME françaises, plutôt small cap. C'est une société dédiée à la transition énergétique, qui finance du renouvelable, des énergies renouvelables. C'est une société de gestion dédiée à l'immobilier, aux problématiques de logement, donc qui fait de l'immobilier de rendement, notamment dans le cadre de la santé. Et enfin, vous l'évoquiez, merci Cédric, c'est une toute nouvelle société de gestion qui vient de rejoindre le groupe, une société de gestion dédiée à la multigestion. C'est quoi la multigestion ? Donc cette société, elle s'appelle PAMS, Private Asset Multistratégie. On l'a annoncé la semaine dernière, une équipe propre et des produits propres au sein du groupe 1, 2, 3e. Ça consiste à... Le marché des particuliers s'ouvre fortement sur le private equity, on y reviendra. D'où l'intérêt d'en parler. D'où l'intérêt effectivement d'être ici. Et là où nous, on est tiers de confiance des investisseurs privés, des conseillers en gestion de patrimoine depuis 25 ans, qui achètent notre propre savoir-faire, l'investissement dans des entreprises françaises, locales. Ils souhaitaient qu'on les accompagne dans d'autres zones géographiques et sur d'autres stratégies. Parce que le private equity, le capital investissement, le non-coté, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement vaste. Et pour ce faire, comme nous, 1, 2, 3e, basé à Paris, on n'est pas légitime à aller investir partout en Europe, aux États-Unis, dans les pays émergents. On va, grâce à cette société, sélectionner d'autres gérants. C'est ça la multigestion, c'est sélectionner d'autres gérants, des grands noms du private equity, des Carlyle, des Paribas Affaires Industrielles, des Ardian, par exemple, pour citer ou Astorg. Et on va leur confier une partie de nos fonds pour pouvoir dire, nous, on sait faire des choses chez 1, 2, 3, et quand on ne sait pas faire, on s'ouvre à d'autres gérants. Oui, parce que en plus, nos auditeurs, ils ont peut-être du 1, 2, 3e sans le savoir, quasiment dans les produits effectivement que l'on retrouve ou les collaborations que vous pouvez avoir dans des grands noms. Moi, je vous ai croisé plusieurs fois chez certains de ceux qui fréquentent aussi ce plateau. Et qu'est-ce qu'on peut redire justement sur ce non-coté, un petit peu sur pourquoi c'est devenu un outil si important en fait dans cette gestion de patrimoine, dans l'économie, pour les entreprises aussi, parce que c'est tout ça dans lequel on doit presque, osons le mot, communier quand on décide de risquer, au bon sens du terme, une partie de son argent dans du non-coté. C'est vrai, exactement, vous avez raison, c'est un tout le non-coté, hein. Faut pas n'y aller que pour, je vais le citer, mais la raison de la performance, puisque c'est ce qu'on voit souvent, hein, c'est le premier argument qu'on met en avant quand on parle de non-coté. En expliquant que c'est la meilleure classe d'actifs en rapport à toutes les autres classes d'actifs. On a même longtemps dit que c'était une espèce de marché réservé à des privilégiés. Ce qui était le cas, ce qui était vraiment le cas, c'était un marché privé, hein, c'est ça, le private equity en opposition au public market, hein, donc le marché coté, liquide de toutes les entreprises qui sont cotées. Le marché non coté, c'était un marché historiquement fermé, opaque, d'initiés, où pour rentrer dans ce marché-là, dans cette partie, il fallait être capable d'avoir plusieurs millions d'euros à investir. Il fallait être capable d'accepter plus qu'un risque, j'y reviendrai, parce que faut pas assimiler forcément performance à risque, même si c'est ce qu'on nous a toujours appris, effectivement. Plus un rendement est performant, plus il est risqué. Mais dans le non-coté, c'est une classe d'actifs qui est profonde. Donc on peut travailler ce risque comme sur les autres classes d'actifs et le réduire et abaisser la volatilité avec des stratégies qui sont moins equity et plus dette privée comme on a sur les marchés liquides. Mais ça a longtemps été un marché fermé.
opaque est réservé aux grands de ce nom. Donc les grands de ce nom, c'est les investisseurs institutionnels qui sont un peu en retrait ces dernières années parce qu'il y a la hausse des taux, parce que voilà, le marché s'est un peu grippé, et les particuliers très avertis, les grandes fortunes. Derrière, pourquoi ces grands investisseurs vont sur cette classe d'actifs depuis 30 ans, de façon professionnelle, avec et ils investissent 5 à 10%, 15% pour les plus ardus. les Américains surtout, qui ont toujours eu un goût du risque un peu plus prononcé que nous les Français ou Européens. Pourquoi ils investissent 10 à 15%? Parce que oui, il y a la recherche de surperformance, qui est la contrepartie d'une durée de détention longue et de l'illiquidité. Oui, c'est ça, parce que dans les risques, il y a le risque un peu financier, je vais perdre un peu d'argent, ok, ça d'accord, mais il y a aussi ce risque de se dire, voilà, nous en France en tout cas, l'épargnant, il est habitué à son produit hyper liquide, que ce soit son livret A, même son PEA, même son contrat d'assurance vie, il peut quasiment retirer en claquant des doigts. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, quand on rentre dans ces marchés-là. Non, c'est pas ce cas, et c'est ce qui fait que, voilà, la liquidité a un coût. Dans le non-coté, je réinsiste, mais comme vous l'avez dit 2 fois, plus que le risque, parce qu'encore une fois, le risque, ça se travaille, et quand on regarde les portefeuilles de non-coté, j'y reviendrai par le travail des gérants que l'on fait, nous et nos confrères, on a un risque qui est assez faible au final, contrairement à l'idée reçue. Par contre, la vraie contrainte du non-coté, vous avez raison, c'est l'illiquidité, c'est la durée de détention qui est longue, parce que, encore une fois, il n'y a pas de martingale. Pour créer de la valeur, pour gagner de l'argent, ça paraît logique, mais on a tendance à l'oublier en fonction des cycles. Quand il y a les cycles des bulles, quelles que soient les bulles, d'ailleurs, Internet ou les crypto-monnaies, etc. Parfois, on veut nous faire croire qu'on peut gagner de l'argent rapidement. Le private equity, c'est un vieux métier, c'est un des plus vieux métiers de la finance, et sur lequel le temps est long. C'est-à-dire que pour créer de la valeur, quand on investit au capital d'une entreprise, petite, moyenne, grande, en création, en développement, en transmission, il faut du temps. On mène un projet dans le temps, et tous ceux qui pensent qu'on va mettre 5, 10, 15, 20 000 euros et qu'on va récupérer 3 fois sa mise en 2 ans et demi, faut qu'ils aillent faire des cryptos. Voilà. Mais c'est pas dans le non-coté. Dans le non-coté, le temps est long parce que il y a un vrai travail d'accompagnement, de restructuration. Il y a de la vraie valeur ajoutée, et c'est pour ça que c'est performant. Et la performance, on l'a dans le temps. Donc, faut pas avoir besoin effectivement de ces liquidités tout de suite. Vous rappeliez l'âge entre guillemets d'un 2/3e. Quelles sont en fait vos recettes, vos critères chez un 2/3e pour sélectionner l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous allez investir? Parce que voilà, vous l'avez rappelé, on démarre de la toute petite boîte que chacun pourrait presque trouver chez son voisin, son copain, son cousin, enfin bref, jusqu'à des grandes boîtes qui sont à différentes stades de leur vie. Malgré tout, j'imagine qu'il y a un peu une recette quand même, un 2/3e. Il doit y avoir une recette puisqu'on est là depuis 25 ans et vous le savez, dans nos métiers, quand on s'adresse au public, si on n'est pas au rendez-vous, des promesses que l'on a faites en tout cas, ça dure pas. On disparaît dans nos métiers. Donc effectivement, on est très fiers de ça. La recette d'un 2/3e, encore une fois, vous avez raison, chacun a sa recette. Et il faut regarder les résultats en fonction des promesses que l'on a faites. Nous, on a fait la promesse, on a fait le choix il y a 25 ans, très en amont de tout le monde, en pionnier, de s'adresser à des investisseurs privés. Aussi des institutionnels dans un second temps, mais d'abord à des privés. Et des privés plutôt patrimoniaux, pas les grands de ce monde. On traite aussi quelques grands de ce monde, mais d'abord la cible qui nous intéresse en 2000, quand on crée la société avec mon associé et ami Olivier Goua, c'est de se dire, c'est une classe d'actifs qui est extraordinaire. Il faut qu'elle sorte de ce côté opaque, réservé à quelques happy few, et qu'on la montre au grand jour. Néanmoins, effectivement, on l'a évoqué, c'est pas une classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui a certaines contraintes et qui est pas digeste pour les investisseurs privés. Ce qu'on a essayé de faire, nous, depuis 25 ans, qu'on continue de faire, c'est de trouver une recette où on va essayer d'aller chercher le maximum d'avantages de cette classe d'actifs. Donc, le maximum des avantages, c'est essayer de capter le maximum de performance dans cette classe d'actifs, tout en essayant de gommer ces contraintes, celles qui sont indigestes pour les investisseurs privés. Qu'est-ce qui est indigeste pour un investisseur privé? Déjà, c'est la complexité dans la souscription, qui était très lourde, qui était très juridique, qui parfois nécessite on verse pas l'argent tout de suite, on verse l'argent par appel de fonds dans le temps. Ce qui est facile quand on met 1 million d'euros, ce qui est beaucoup plus compliqué quand vous avez décidé de mettre 1000 euros, parce que nous on a des produits qui commencent à 1000, 2000 euros, donc vous appelez 10 euros tous les mois, ça fonctionne pas. Ensuite, il y a essayer de gommer cette durée de détention qui est parfois longue. Le non-coté, normalement,
quand on rentre dans un fonds de capital investissement, de private equity, normalement, on y est pour 10 à 12 ans. Voilà. Avec parfois, effectivement, un risque de coopérative qui peut être plus ou moins important. Donc, on a essayé de réfléchir à des solutions, des produits plus courts, des produits plus défensifs, et surtout, on a essayé aux investisseurs privés de leur raconter des histoires. Des histoires d'entreprise, parce que ça, vous l'évoquiez. C'est pour ça que je parlais de communion au départ. C'est qu'il faut y croire. C'est pas juste un choix de performance ou de rendement patrimonial. C'est une conviction. C'est une conviction. Donc, le boom qu'il y a eu ces dernières années dans le non-coté, enfin, l'intérêt croissant que les investisseurs privés adressent au non-coté, c'est il y a un peu de recherche de performance. Il y a aussi un peu de recherche de autre chose. Voilà, dire les marchés financiers. On a été peut-être un peu déçus sur les cycles de ces 10-20 dernières années, avec des hausses, des baisses qu'on comprend pas toujours, une trop forte volatilité sur les marchés. Un marché de l'immobilier qui est ce qu'il est, il y a des cycles. On a appris qu'il y avait des cycles, qu'il n'y avait pas que des cycles haussiers. C'est ce que tout le monde pensait à peu près sur l'immobilier. Et du coup, de l'importance, quand on a ces problèmes sur les autres classes actifs, de l'importance de se dire, revenons à ce vieil adage, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et intéressons-nous à des choses qui ont aussi des corrélations qui sont différentes. Et ça, c'est important parce que le non-coté n'est pas complètement corrélé à l'immobilier ou au marché coté. Donc, et ce qui est intéressant, parce que comme il y a des cycles dans tous les marchés, il y en a aussi dans le non-coté, voilà, quand les marchés financiers sont chutés ou le marché immobilier, on a un non-coté qui est résilient. Mais ils sont venus surtout aussi chercher les clients privés. Et ça, on l'a vu arriver après la dernière crise financière, donc 2009, 2010, 2011, où ils ont compris qu'ils avaient acheté des produits, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et on leur a dit après, non, mais c'est normal, si ça baisse, c'est que vous aviez ça, ça et ça, mais on ne me l'avait pas dit. Et ils ont voulu un peu plus, et ça va dans le bon sens, l'éducation financière des épargnants français, comprendre ce qu'on mettait dans le portefeuille. Et vivre des histoires d'entrepreneurs. Soulever un peu le capot pour regarder ce qu'il y avait dans le produit, quoi. Exactement. Et eux aussi contribuer à leur échelle à la création d'entreprises, à la création d'emplois en France, à la sauvegarde d'emplois et investir dans son territoire sur des thématiques qu'on connaisse. Donc c'était ça la recette d'1, 2, 3. C'est des produits, on essaie de gommer les inconvénients, donc travailler sur des produits plus courts en termes de durée, moins volatiles en termes de performance, et surtout raconter parler de secteurs et de convictions de gestion. Vous l'avez rappelé aussi, c'est vrai que c'était un marché d'initiés, de gens au courant, de grandes fortunes, etc. Aujourd'hui, un épargnant, j'ai pas envie de dire lambda parce que ce serait peut-être péjoratif, mais un particulier, un investisseur particulier, comment est-ce qu'il peut accéder à ce monde-là? Il va sur 1, 2, 3e, il contacte son CGP, comment est-ce qu'il fait? Il contacte surtout son CGP, son conseiller financier, quel qu'il soit d'ailleurs, dépendant ou indépendant. Alors aujourd'hui, c'est un autre problème. Autant il y a quelques années, il fallait être un détective pour trouver une offre sur le marché et y avoir accès. Aujourd'hui, on va y revenir, il y a peut-être trop d'offres. Mais, et maintenant, ce qui arrive, moi, ce que je vois arriver, c'est de dire comment le particulier, ou même le conseiller financier, et ces émissions, comme vous faites, sont importantes pour apporter de l'éducation à ces réseaux-là, parce que demain, il va falloir... le premier acte de gestion, c'est de faire confiance à une société de gestion, faire confiance à un produit et qui choisir. C'est pour ça qu'on veut être là en tiers de confiance comme on l'est depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, non, l'accès est facilité. Il y a des conseillers financiers historiques, classiques, bancaires, indépendants, qu'on trouve à côté de chez soi. Le médecin de famille, je ne compare pas le médecin de famille qui vend des produits, mais le médecin de famille conseiller en gestion de patrimoine. C'est vrai qu'on dit souvent que le CGP, c'est un peu le médecin de famille de son patrimoine. Exactement. C'est celui qui après vous oriente chez les spécialistes en fonction de vos besoins. Comme sur des sites plus en ligne. Donc non, aujourd'hui, et on retrouve tout type de format aujourd'hui. On trouve des produits accessibles à partir de quelques centaines de milliers d'euros au sein de contrats d'assurance vie, parce que les assureurs, sous l'impulsion de la loi Pacte 1 et 2 surtout, ont accepté de mettre en unité de compte, donc vous savez, fameuse unité de compte qu'on retrouve dans les UC, comme on dit en langage... Comme tout le monde connaît très bien, mettre du private equity, puisque les règles se sont assouplies, notamment les règles de liquidité, quand le souscripteur veut racheter ou assurer un peu de liquidité à son portefeuille. Ouais, il y a plus d'enjeux et les assureurs sont mis sur le produit. Donc aujourd'hui, on peut souscrire à partir de quelques centaines d'euros seulement dans son contrat d'assurance vie. Je pense notamment à sociétés d'État, mais des Generali, des Swiss Life, des AXA Tema, qui sont des acteurs que je connais bien moi, puisque référence les produits d'un de troisième
et de cette nouvelle filiale PAMS. Et à partir de quelques centaines de milliers d'euros, on a accès à des bons produits. Et à partir de quelques milliers d'euros aussi dans des comptes titres, parce que voilà, c'est pour tout le monde le private equity. Et il faut commencer avec quelques centaines de millions d'euros à goûter, à créer de la valeur et des emplois avec le private equity. Juste pour jeter un œil devant maintenant, Xavier, selon vous, quels sont un peu les défis auxquels ce secteur du non-coté, du private equity va être confronté, et puis la façon peut-être dont vous avez prévu de les aborder, enfin un peu de prospective, parce que vous nous avez rappelé aussi toute cette histoire du private equity. Alors, il faut savoir que dans nos métiers, en tout cas chez 1, 2, 3e, on rencontre toute la journée des entrepreneurs, on est assez micro, on n'est pas tellement macro. C'est-à-dire que faire des projections en fonction de ce qui se passe, des événements dans le monde, et il s'en passe tous les jours, et surtout qu'il se passe toujours des événements. Les plus grandes crises, c'est celles qu'on n'avait pas prévues. Voilà, donc c'est tout ce qui arrive. C'est tout ce qui est arrivé ces dernières années. C'était pas prévu. On avait imaginé les choses, mais qui sont pas arrivées. Il y en a d'autres qui sont arrivées. On a dû faire avec. Donc nous déjà on n'est pas macro, mais il y a qu'à le voir encore une fois tous les grands événements, que ce soit les guerres, le Covid, tout ce qui arrive, on a du mal à l'anticiper et du coup à le préparer. Non, je pense que et nous on est au quotidien des entrepreneurs tous les jours. Et ce qui nous intéresse, c'est le business day to day. Donc ce qu'il faut et ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que le private equity, le non-coté, le capital investissement, sur ces périodes, donc nous il y a plus de 25 ans, mais même quand je regarde ceux qui étaient là avant nous, qui faisaient déjà ce métier-là 15 ans avant, quelles que soient les périodes, il y a de la résilience. Il y a de la résilience parce qu'il n'y a pas de... on n'investit jamais de l'argent à un seul moment. Typiquement, l'argent qu'on va lever en ce moment, l'argent qu'on collecte sur 2024, il va être investi un peu en 2024, un peu en 2025, peut-être un bout en 2026. Voilà, on va lisser les investissements en private equity, c'est ce qu'on fait, sauf si vous êtes juste un club deal. Donc voilà, et on va être meilleur que le marché. Pourquoi ? Parce que dans le capital investissement, il y a déjà une sélection naturelle faite par les gérants. On va regarder quand on va s'intéresser à un domaine. Par exemple, nous, on aime bien la santé, la transition énergétique, l'immobilier. On continue d'en faire. Notamment, ou le tourisme, on va essayer quand on va screener le marché, on se dit tiens, ce qu'on a fait il y a 10 ans sur le tourisme ou sur la santé, voilà, on aime bien, on pense que c'est un secteur d'avenir, on va screener le marché, on va essayer de trouver le meilleur, la meilleure PME, la meilleure ET dans son secteur. Alors on peut se tromper, mais déjà il y a une sélection faite par des gérants professionnels. Et après, on va s'occuper de notre participation. Et c'est là notre métier, la valeur ajoutée de notre métier, c'est qu'on ne fait pas que mettre de l'argent pour réaliser de la croissance externe. Il y a une assistance des entreprises aussi. Il y a une assistance des entreprises avec des personnes dans nos entreprises qui sont dédiées à l'accompagnement dans le développement, que ça soit commercial, dans la digitalisation, dans l'ESG, etc., pour vraiment apporter une aide financière, mais une aide intellectuelle à côté et concrète aux chefs d'entreprise. Donc, des grands défis, il y en aura. Il se trouve que quand on regarde dans le passé, on est arrivé à sortir de ces grands défis, le private equity. Donc voilà, ce qu'on va essayer. Donc confiant finalement quand même. On est assez confiant. Et le reste, faut être diversifié. C'est comme tout. Voilà, ne pas être exposé sur un seul secteur, parce que le risque, comme il y a des cycles dans tous les secteurs malheureusement, même si on essaie tous de trouver des secteurs cycliques, il y en a. Et vaut mieux être diversifié comme dans tous les placements. Merci beaucoup Xavier d'être venu nous faire vivre passionnément ce monde du capital risque et du private equity. 1, 2, 3, IM et Xavier Antonios. Et puis puisque vous l'avez cité, on mettra, vous en avez l'habitude, sur les podcasts, il y a les petits liens, etc. On salue Olivier Goy et on mettra tous les liens qui vont bien sur les Invincibles, etc. Parce que c'est important de lutter et de financer aussi cette recherche contre la maladie de Charcot. Merci d'être venu nous voir, Xavier. Cœur de patrimoine, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.